Accroché à la pente de la montagne à 1100 mètres, Triel, qui fut autrefois un village, était il n'y a pas si longtemps une ferme d'altitude encore en activité. Du promontoire sur lequel elle est bâtie, on domine toute la vallée. On suit du regard la ligne de crête du versant d'en face. On y distingue chaque village, chaque ferme isolée. De ce belvédère, on a parfois l'impression qu'en étendant le bras, on pourrait toucher l'horizon. Et en même temps, on a la sensation d'être dans un lieu immensément ouvert. La ferme est située dans la haute vallée de la Serre, dans le canton de Vic-sur-Serre, sur le territoire de la commune de Thiézac, dont elle était l'exploitation agricole la plus importante. La Serre, dans cette partie de sa haute vallée, s'est difficilement frayé un chemin dans les roches dures qui lui barraient le passage. Après la fonte des derniers glaciers, l'eau a creusé dans les moraines des gorges profondes et étroites dans lesquelles s'encaisse la rivière entre deux murailles de 80 mètres de haut et de 10 mètres de large. Le canton de Vic-sur-Serre occupe en Haute-Auvergne une position originale. Par son extrémité nord, il touche au cœur même du massif volcanique, mais il est au sud limitrophe de l'Aveyron et il regarde vers le Rouergue. Au sud-ouest, il appartient encore marginalement à la Châtaigneraie. Et à l'ouest, il débouche sur le bassin d'Aurillac par la vallée de la Serre. Le bourg de Thiézac est bâti à flanc de pente au-dessus du pas de Serre. Les villages, les hameaux, les fermes et leurs granges sont disséminés sur son territoire de montagne. Laga, Antérieux, Armandie. Les noms s'égrènent, comme les paroles d'une chanson ancienne, dont certaines sont toujours présentes, d'autres encore dans les mémoires, par bribes décousues. Et d'autres, sans doute, déjà oubliées. Casal, Combray, la Foncave, la Borie, Combes, Faillitou, la Grange Basse, les Granières, la Smolinerie, Muret, Pradel, la Recoule, Malvert, l'Escure, le Puy du Bon Dieu, la Jarige, le Clou, Niervez, la Tuyère, Au centre du département du Cantal, la barrière du Massif, 2500 km², le plus grand édifice volcanique d'Europe. Les épisodes les plus agités de sa longue histoire se situent entre 8 et 4 millions d'années. En remontant les vallées qui l'entaillent, on pénètre la montagne avec ses paysages où alternent coulées de lave, escarpements de brèches, tourbières, une grande diversité de milieux et de systèmes. Les crêtes centrales, culminant à 1800 mètres au plomb, sont comme une grande épine dorsale qui marque la séparation entre le pays de Saint-Flour et celui d'Aurillac.
Elles dressent entre eux une véritable frontière qui ne s'abaisse qu'au col du Lioran. Cette épine dorsale est prolongée au sud par l'Aubrac et la Margeride. Par la vallée de la Serre, on rejoint la Dordogne, qui conduit naturellement au cœur du bassin aquitain. Le bassin d'Aurillac est à la croisée des chemins, un pays entre le sud-ouest et le massif volcanique. Nous sommes ici dans le parc des volcans. Donc les volcans, ceux du Puy-de-Dôme, mais bien évidemment le Cantal aussi, puisque le Cantal, c'est un grand volcan. Donc il a comme caractéristique d'être, on dit, une sorte de grande étoile, hein, coupée par des vallées qui sont sa richesse aussi, qui font cet étagement de différents niveaux, donc dans lesquels l'agriculture est venue s'installer en cherchant à la fois l'orientation, l'abri pour le vent, l'orientation, donc le soleil. C'est un problème dans ces vallées, le soleil. Nirvèze, c'est le côté noir, le versant qui n'a pas le soleil le matin. Et c'est une sorte d'immense barrière aussi. C'est un endroit qui n'est pas facilement franchissable. Encore aujourd'hui, la route du Puy-Marie, donc dans la vallée de Mandaille, la vallée de la Jordanne, elle est fermée, on pourrait dire, la moitié de l'année. La vallée de la Serre, à côté, aujourd'hui, elle est considérée, elle est jalousée par toutes les vallées du Cantal. Parce que on dit que c'est la vallée qui a eu la chance d'avoir à la fois la route et le train. En réalité, Thiézac a été pas loin d'un bout du monde pendant une grande partie de son histoire, comme Mandaille. Hein, on parle de bout du monde à Mandaille. Je pense qu'on devait parler de bout du monde à Thiézac aussi, parce que la route ne passait pas là. La vallée de la Serre fut longtemps un cul-de-sac. Les Romains construisaient leurs voies sur les crêtes. On trouve encore des traces de celles qui reliaient le plomb du Cantal à Montsalvi par la Tuilière et Curebourse. Le chemin qui reliait entre eux les bourgs de la vallée ne devint une route digne de ce nom qu'au début du XIXe siècle. Le projet de tunnel routier a été mis en chantier en 1838. Les travaux furent attaqués des deux côtés de la montagne. La jonction des deux galeries eut lieu le 23 novembre 1843, l'achèvement définitif des travaux au début de 1848. Le projet ferroviaire démarra en avril 1865, 17 ans après le tunnel routier, et la Compagnie du chemin de fer d'Orléans acheva les travaux en 1868. En 1600, le premier agronome français, qui s'appelle Olivier de Serres, dans son ouvrage « Le théâtre d'agriculture et ménage des champs », il nous dit que le fromage de Cantal, le fromage d'Auvergne, se vendait dans toute la France. Il dit d'une mer à l'autre. On doit considérer que ce qu'on connaît au XIXe siècle, avec ces grandes exploitations qui surprennent, des exploitations très riches, donc elles sont les héritières de toute cette histoire, elles ne sont pas là par hasard. C'est une adaptation très progressive, très lente, donc des hommes à cette montagne qui leur apporte certes des contraintes, mais qui leur apporte aussi la richesse de ces herbages. Et puis plus haut, les burons, donc qui sont quand même, alors cette fois, donc vraiment la grande richesse du Cantal, la grande richesse de ces exploitations. Toutes les exploitations n'en avaient pas, mais les exploitations les plus importantes en avaient, parfois plusieurs. Et ces burons qui ont été inventoriés par une personne qui travaillait au musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour, il y en avait au XIXe siècle plus de 1000. Donc ils fabriquaient le fromage pendant toute la saison d'été. Donc de la montade à la dévalade, donc le moment où les troupeaux montent en altitude, profiter de la poussée de l'herbe, vers le 15 mai, qui donnait lieu à de grandes fêtes d'ailleurs, de grandes fêtes religieuses, avec des bénédictions de troupeaux, bénédictions des vachers pour que tout se passe bien. Et puis la dévalade le 15 septembre, quand le froid commence à revenir, quand l'herbe ne pousse plus et qu'il est temps de redescendre au niveau des fermes un petit peu plus bas. Maintenant, concernant le village même de Triel, je parle du village de Triel parce que on parle souvent de la ferme de Triel, parce que effectivement,
Aujourd'hui, dans les années 60, il ne restait plus qu'un bâtiment, il ne restait qu'une ferme. C'était un village autrefois, et la preuve en est qu'il apparaît comme tel sur la carte de Cassini, cette fameuse carte qui avait été levée par cette famille de topographes en 1760 environ. Et c'est quand même très étonnant de voir le village de Triel, bon, certes pas au niveau de Thiézac ou Vic-sur-Cère, mais plus important par exemple que le village de Sally, qui lui avait quand même une mairie annexe autrefois, alors qu'il n'est même pas cité sur cette carte, il n'apparaît pas. Concrètement, qu'est-ce que pouvait être le village de Triel au XIXe siècle ? Eh bien, on a une source qui est très intéressante, c'est le cadastre napoléonien, enfin dit napoléonien. Ce cadastre qui a été réalisé aux environs de 1810, ici en 1811 et 1812. Et ce cadastre napoléonien que nous avons encore ici à la mairie de Thiézac, c'est un ouvrage absolument remarquable. Il faut voir le graphisme. Et puis, ça représente également un travail colossal. Il faut imaginer ces ingénieurs géographes, géomètres, donc lever la France entière et relever jusqu'aux surfaces des rivières pour un objectif bien évidemment fiscal, puisque accompagne les documents cadastraux, accompagne le plan, la matrice, qui a un autre intérêt, c'est qu'elle nous donne des renseignements quant à la nature des cultures qui étaient faites ici et dans tous les villages en 1811, et puis à la valeur des terres, la valeur que les personnes attribuaient aux terres à cette époque-là. Donc un renseignement tout à fait précieux sur l'économie de la région à cette époque. Alors on peut faire à partir du croisement de ces deux données, le plan et puis la matrice cadastrale. Là, je fais un report de façon imagée en accordant un code de couleur à chaque nature de culture. On peut faire une photographie instantanée de ce village de Triel qui en fait avait plusieurs exploitations, exactement 4 exploitations, 4 familles et un domaine qui collait de façon très serrée aux capacités de son terroir. Ce cadastre, il porte également la dénomination de chaque parcelle. La Mouguède longue, terre labourable. Numéro 340, surface 0,975, valeur fiscale 14,52. Le champ, terre labourable. Numéro 435, surface 2,283, valeur fiscale 28,11. Le Prat des Loups, près de Fouches. Numéro 448, surface 0,03, valeur fiscale 0,87. Le Ventadour, terre labourable. Numéro 495, surface 0,815, valeur fiscale 15,57. Et donc on voit se dessiner ces exploitations qui sont étroitement imbriquées les unes dans les autres, sous forme d'un village qui se centre sur ses jardins. Les jardins sont un des éléments majeurs aussi de cette économie qui était surtout une économie d'autosubsistance, surtout, mais enfin, je nuancerai parce que pas seulement, puisqu'on a parlé de ce fromage qui est vendu à l'extérieur et très loin depuis longtemps. Antoine Gaillard, Raymond Gaillard, propriétaire. Une maison de classe 8, numéro 439, avec 4 portes et fenêtres. 24 parcelles, dont 3 en jardin. François Gaillard, propriétaire. Une maison de classe 10, numéro 457, avec une porte et une fenêtre. 19 parcelles, dont 2 en jardin. Georges Larocque, propriétaire. 2 maisons de classe 10, numéro 455 et 456, avec une porte et une fenêtre. 21 parcelles, dont 2 en jardin. Anne Bauduel, veuve de Goules, propriétaire. Une maison de classe 10, numéro 458, avec une porte et une fenêtre. 29 parcelles, dont 4 en jardin. Le mot jardin vient du germanique Garten, qui signifie enclos. Historiquement, le jardin est le lieu de l'accumulation du meilleur. Fruits, légumes, arbres, meilleur art de vivre, meilleure pensée,
Dans l'économie industrieuse des gens de la terre, comme ceux qui vivaient ici, les jardins avaient une place essentielle. À Triel, tout autour des maisons, les parcelles proches étaient dédiées aux jardins vivriers, parcelles que l'administration fiscale de l'époque évaluait comme une vraie richesse. Le tout premier jardin des hommes n'est pas celui du roi ou de la fée, ni même celui du paradis. Ce n'est pas un jardin mythique, imaginaire, voire symbolique. Ce n'est pas non plus un jardin d'ornement. Le tout premier jardin des hommes, c'est l'humble jardin des plantes potagères. Ce jardin d'utilité, voisin du verger nourricier, où pourtant, au coin des allées, fleurissent la rose, l'œillet, la pivoine et l'encolie.